Bonjour à tous et joyeuses fêtes de fin d'année. Pour la 4e année consécutive et à la demande de plusieurs d'entre vous, je fais donc un nouveau let's play en cette période de Noël et du Nouvel An. Et cette année, mon choix s'est porté sur la suite du jeu de l'an dernier. Donc je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir mon let's play sur l'Odyssée d'Abe, dont ce jeu-ci est la suite, car le gameplay est très similaire et j'aimerais me focaliser autant que possible sur les différences entre ces deux jeux, plutôt que sur leurs similitudes. Mon choix s'est porté sur l'Exode d'Abe plutôt que sur la suite de Medieval ou sur celle de Clonoa, tout simplement parce que je connais mieux l'Exode d'Abe que ces deux autres jeux, et que du coup ça m'a paru plus logique d'enchaîner l'Odyssée d'Abe avec l'Exode d'Abe, plutôt que de faire quelque chose de plus logique du point de vue du rythme, c'est-à-dire Medieval Clonoa, l'Odyssée d'Abe, Medieval 2, Clonoa 2, Exode d'Abe, parce que le but de ces let's play est d'abord et avant tout de vous faire découvrir des jeux qui ont marqué mon enfance, et celui-là l'a incontestablement fait. Nous retrouvons donc Abe, Salut. qui comme dans le jeu précédent peut parler, et donc afin de nous familiariser avec une partie des contrôles, c'est-à-dire ceux spécifiques de la parole, on a, comme dans le jeu précédent, un onglet spécifique que je vais vous présenter. D'abord Abe. Salut. Donc salut, suis-moi, attends, comme la dernière fois. Également au boulot. Grosse amélioration, on peut forcer les Mudokons à se baisser, ce qui fait qu'ils attirent moins l'attention des Sligs. Parler à plusieurs Mudokons, très important. Désolé. La compassion, ça sert pour... vous verrez plus tard. La colère, ça sert peu. Arrête. Et ça ne sert qu'une fois en tout et pour tout dans le jeu si on s'y prend correctement, donc vous verrez bien, mais c'est vers la fin. Et bien sûr, l'incantation. Vous constaterez qu'il n'y a plus de sifflement, c'est parce qu'il n'y a plus de mot de passe. Le jeu fonctionne un peu différemment, vous verrez en temps voulu. Alors, on a également un écran d'apprentissage des dialogues pour d'autres types de personnages, parce que dans ce jeu, en plus des Sligs, on peut envoûter d'autres créatures. Vous avez vu les glucons, les scrabs et les paramites. D'abord les Sligs. Salut, pas bouger, je les tiens, par ici. C'est non. Alors, Emerd et Kelmerd sont en fait une mauvaise traduction de BS et Smo BS, qui voulait dire bullshit and some more bullshit, parce que ces choses-là ne veulent rien dire. C'est, paraît-il, des cris de flamand rose ralentis. Bon. Vous constaterez également que les Sligs parlent maintenant français, et plus cette espèce d'anglais un peu déformé qu'ils parlaient dans le premier jeu. Et donc, on peut envoûter des glucons dans ce jeu. On en rêvait dans le jeu précédent. Eh bien, dans ce jeu-là, on le peut. Mais on commence à le faire assez tardivement. Donc vous voyez la tête du général Dripic, qui est reconnaissable au fait qu'il est borgne. Hein? Vas-y, reste ici, au pied, Donc, tous ensemble. vous voyez que ces différentes, Tuez-les. ces différentes expressions correspondent globalement à ce que dit Abe, mis à part quelques exceptions comme tuez-les, Tuez-les. et formulé un peu différemment, mais en gros c'est toujours salut, suis-moi, attends, remets-toi au travail, écoutez-moi tous. Et puis donc il y a des spécificités. Le scrap je le garde pour la fin. Les paramites, animaux très sociaux et très intelligents, ont une assez grande variété de choses à dire. Il s'agit de bien avoir retenu les commandes parce que sinon il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'on vient de dire. Mais bon, c'est grosso modo comme Abe, un triangle pour salut, carré pour suis-moi, et croix pour attends. Et donc les scrabs. Animaux beaucoup moins sociaux qui ne savent que se battre avec leurs congénères, et qui donc n'ont des commandes que pour se battre. Ça c'est pour se mettre en condition pour se battre, c'est-à-dire ils entrent dans un mode colère qui leur permet de se battre, et ça ne sert à rien. Mais c'est amusant. Ok. Donc après cette exploration du menu, nous allons pouvoir commencer le jeu. Je vous laisse profiter des cinématiques. Suis-moi. Non, avant ça, je vais quand même vous montrer ce que le jeu a à dire sur le jeu précédent.
tu étais trop fauché pour acheter notre dernier jeu, je vais te raconter ce qui s'est passé. Ça tournait autour de ce type, Abe, qui travaillait dans une sorte d'abattoir du nom de Rupture Farms. L'usine était dirigée par des glucons, et ils étaient au bord de la faillite, pour la bonne raison qu'ils avaient déjà haché menu tous les habitants des environs. Ils allaient maintenant s'occuper d'Abe et de ses copains. Nous avons donné à Abe la capacité de parler pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire et sauver ses copains. Hello, follow me, ok. Mais certains n'avaient que faire de sa mission. Hello. Oups. Ils trouvaient beaucoup plus drôle de tuer, d'anéantir, Hello. Oups. Non. ou d'écrabouiller, Oups. voire de massacrer tout le monde. Inutile de dire que ça a pris la tête à pas mal de monde et que ceux-là n'ont pas levé le petit doigt pour aider Abe. C'est assez original, on nous montre du premier jeu la fin mauvaise. Mais si tu t'étais comporté ne serait-ce qu'à peu près correctement pour sauver ses potes... La fin aurait été bien plus heureuse pour Abe. Si tu veux le savoir, sors tes brousoufs et va acheter ce foutu jeu. Et tu sais, on a des bouches à nourrir, nous. Et vous constatez que la VF est moins plaisante que dans le premier jeu? Oh bah ça... Et je vous laisse à présent profiter de la véritable cinématique de début du jeu pour en découvrir le scénario. De sa main balafrée, la lune il a marqué. Le peuple Mudokon, ce héros peut libérer. Avec sa peau bleue et son esprit de feu, sauver nos os de la brasserie lui seul peut. Mais tomber sous le joug des glucons signera l'arrêt de mort des Mudokons. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais dans le premier jeu. Dans le deuxième jeu, Abe n'a plus que 3 doigts à sa main, et donc du coup c'est valable aussi pour la lune sur laquelle est gravée sa main. Voici Necrom. C'est ici que les Mudokons enterraient leurs morts. C'était avant que les glucons ne commencent à voler nos os. Ils se servaient d'esclaves Mudokons. Des aveugles qui ne se doutaient de rien. Les glucons voulaient que personne ne sache ce qu'ils déterraient. Et personne n'en a jamais rien su, jusqu'à ce que les esprits de ces eaux me rendent visite. C'est moi. Je m'appelle Abe. Je venais juste de sauver 99 Mudokons de Rupture Farm. Oups. Oh, Abe. Et c'est là que je les ai vus. Abe, tu es le sauveur des Mudokons et tu dois nous aider. Les glucons déterrent nos ossements. Tu dois venir à Necrom, Abe! Vite! Il fallait faire quelque chose. Moi et quelques autres sommes alors partis à la recherche de Necrom. Notre périple commençait bien. On était tout excités. Abe, t'es le plus fort! Ok. Mais à l'heure du déjeuner, on commençait à être fatigués. Allez! Ok. C'est encore loin? À l'heure du dîner, ça devenait insupportable. C'est ta faute si on en est là! Il y en a marre. Je peux rentrer? Oh.
Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Les locomotives des glucons ont une tête de D'où glucon. est-ce que ça vient? C'est un peu comme si une locomotive avait une tête humaine. C'est un os. On dirait qu'on se rapproche. Allons-y. Ouais, allons-y. D'espèces mégalomanes. Remarque, ça se justifie peut-être par le fait que ce n'est pas la seule espèce intelligente de leur planète. C'est peut-être à des fins de... effectivement, c'est un peu... nationaliste, enfin... spéciste, mais dans le sens compétition entre espèces civilisées. On n'a pas idée de faire ça parce que... on n'est pas dans ce cas de figure. Enfin, peut-être que si on l'était, on le ferait pas non plus, hein, on sait rien. Mais... alors vous voyez écrit ici Under New Management, parce que ce complexe minier était autrefois sous la direction de Moluc. Moluc le Glucon, le méchant du premier jeu, qui était également le patron de Rupture Farms. Et donc dans l'intervalle de temps de une soirée entre le premier jeu et le deuxième, ce complexe a déjà changé de direction. Ok, donc on commence comme le premier jeu, en tombant. Comme dans le premier jeu, il y a des passages secrets, et comme dans le premier jeu, le premier se trouve au premier écran. Ce qui est d'autant plus vachard, c'est que les autres passages secrets seront beaucoup plus faciles à détecter. Je vous montrerai ça plus tard. Tandis que celui-ci ne l'est pas, il est derrière... je sais pas quoi d'ailleurs, un contenant qui contient des os. Dès à présent, vous pouvez constater que les ennemis de ce jeu sont plus diversifiés que ceux du premier jeu. Ici, vous voyez une des variétés de slicks qu'on croisera au cours du jeu. Un slick volant, muni, contrairement à ses homologues terrestres, d'une hélice lui permettant de voler, et qui tire des grenades plutôt que des tirs de mitrailleuse. Ces grenades sont toutes aussi mortelles, hein. Abe n'a toujours qu'un seul point de vie. En revanche, elles sont plus faciles à éviter puisqu'elles viennent d'au-dessus et que Abe se déplace horizontalement. Et elles sont parfois plus difficiles à anticiper parce que leur trajectoire est plus imprévisible. Ici, je dois faire passer les Mudokons à travers une barrière électrique. Donc je les place devant de façon à pouvoir faire ça de façon efficace. Et nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire. On va faire ça en plusieurs fois. Ah, ça fait un bruit horrible, on a l'impression qu'on s'est électrocuté. En réalité, c'est un peu tout. On va attendre que le slick volant passe une nouvelle fois. Parfait. Ah, les oiseaux ont disparu. Ce n'est pas très grave. Demander aux Mudokons de se remettre au travail n'a pas que pour effet de les faire se baisser et donc du coup d'endormir la surveillance des sligs. Ça permet aussi de les faire activer des leviers ou des rouages comme ici, qui ne sont pas forcément accessibles à Abe ou qui sont simplement plusieurs, donc pas activables par Abe tout seul. Alors ici vous voyez plein de Mudokons qui sont bleus et qui parlent bizarrement. Ils sont bleus parce qu'ils sont déprimés. Les Mudokons, comme les caméléons, ont une couleur de peau qui s'adapte un peu à leur humeur. D'ailleurs, une théorie veut que Abe soit perpétuellement bleu parce qu'il est perpétuellement déprimé, par compassion pour son peuple réduit en esclavage. Mais donc c'est une nouveauté de ce jeu, les humeurs de Mudokons. Nous allons être familiarisés avec ça dans quelques écrans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que autant là c'était pas très important parce qu'on pouvait libérer ces Mudokons sans les faire bouger, autant un Mudokon dont l'humeur n'est pas normale n'obéira pas correctement aux instructions que Abe lui donnera. Et ça peut être un petit peu embêtant dans un certain nombre de situations. Ici, ces Mudokons, je n'étais même pas obligé de leur parler, c'est juste que là je l'ai fait pour vous montrer. Et aussi parce que j'aime pas libérer les Mudokons sans leur avoir parlé, ça me gêne psychologiquement, je me dis que c'est trop impersonnel.
Ce jeu commence comme le précédent par quelques écrans pour nous familiariser avec les contrôles, hein, c'est ce dont parlent les panneaux défilants. Hein. Et c'est ici que nous serons familiarisés avec donc cette nouveauté de ce jeu qui est les humeurs de Mudokon. Donc les Mudokon peuvent être en colère, déprimés, je vous ai un peu parlé des déprimés, foldingues, c'est-à-dire incontrôlables à cause d'un gaz hilarant. Ils peuvent également être malades à cause de la boisson qui se prépare grâce aux ossements de Mudokon qui sont extraits dans cette mine et dont nous allons en parler dans la cinématique suivante. Ou simplement aveugles, c'est ceux dont parlait la cinématique de début. Vous constaterez d'ailleurs que les Mudokon que j'ai libérés pour l'instant, en tout cas les 3 que j'ai fait passer à travers le portail électrique, n'étaient pas aveugles. Les Mudokon verts que l'on croise à cet étage ne sont pas aveugles, ils sont valides. Et en fait, les Mudokon aveugles sont simplement utilisés par les Glucons dans les niveaux inférieurs de la mine, là où réellement l'extraction des os est effectuée. Ceux utilisés pour l'excavation un peu plus grossière, on va dire, sont des Mudokon valides, qui n'ont pas forcément besoin de ne pas voir ce qu'ils font, puisqu'ils ne font rien de spécialement honteux. Ce qu'ils font, c'est creuser des trous. Dis-moi. Ok. Donc vous voyez, ce Mudokon qui s'était pris la douche et qui était devenu rouge, il était en colère. Ce qui l'a mis en colère, c'est simplement le fait d'avoir pris une douche. Pour le calmer, il suffit de lui dire qu'on est désolé. De ce point de vue, les Mudokon sont pas très contrariants, leur psychologie est assez simple, et c'est assez facile de les faire sortir de l'état dans lequel ils sont, à condition de pouvoir, pouvoir accéder à l'endroit où ils se trouvent, parce que ça implique bien souvent de les toucher. Là, la compassion consistait à lui dire désolé, mais aussi à lui tapoter sur la joue. Idem pour les Mudokon déprimés, et vous allez voir que pour les Mudokon rendus fous par le gaz hilarant, il faut carrément leur donner une claque. Donc le problème ne va pas consister à faire des pieds et des mains pour les faire changer d'humeur, mais à accéder à eux pour faire le geste simple qui permettra de les faire changer d'humeur. Ici, rendus fous par le gaz hilarant, les Mudokon n'allaient pas obéir à mes instructions quand j'allais leur demander d'activer ces rouages. En revanche, les Mudokon rendus fous par le gaz hilarant me suivent, ce qui n'est pas le cas des Mudokon en colère, qui donnent des claques à tout ce qui bouge, et des Mudokon déprimés qui se contentent de rester immobiles et de ne pas obéir aux instructions, et peuvent même se suicider si on les pousse à bout. Alors on peut les pousser à bout en leur donnant des claques ou en tuant un Mudokon à leur proximité. Une autre nouveauté de ce jeu, c'est le Quick Save, qui nous permet donc de sauvegarder à n'importe quel moment et de reprendre notre partie quand on meurt à l'endroit où on a fait le Quick Save. Ce Quick Save ne remplace pas les sauvegardes sur carte mémoire, hein, il ne permet pas d'enregistrer réellement la partie d'une façon qui persiste après l'extinction du jeu. Mais il permet donc, contrairement au jeu précédent, de ne pas revenir simplement au checkpoint précédent, mais de choisir nous-mêmes à quel endroit on veut reprendre la partie, si par malheur on venait à mourir. Là, je dois passer discrètement devant un Slig endormi. Vous voyez que si je leur demande si je me mets à marcher discrètement, ils ne le font pas pour autant, ils continueront de courir. Si je leur demande de s'attendre, ils ne le font pas. Ils veulent pas. Donc il faut absolument que je leur mette une claque pour les faire changer d'état si je veux obtenir quoi que ce soit d'eux. J'ai dit que la colère ne servait pas à grand chose. En réalité, lorsqu'on se trouve à côté d'un Mudokon, si on appuie sur les touches correspondant à l'expression de la colère, ça va permettre de leur donner une claque. Donner une claque à un Mudokon rendu fou par le gaz hilarant permet de le calmer. Donner une claque à un Mudokon normal l'énervera et le poussera à donner des claques à tout ce qui bouge. Donner des claques à un Mudokon déprimé le poussera au suicide. Nous n'allons pas le faire parce que c'est pas ma façon de jouer, mais c'est quelque chose qui est possible et auquel on sera peut-être confronté indépendamment de notre volonté. Mais si jamais on ne l'était pas, je vous le dis, les Mudokon déprimés peuvent être poussés au suicide. Alors comment se suicide-t-il? Eh bien simplement il se tape sur la tête jusqu'à en mourir. Le jeu nous montre une zone d'ombre où on peut se cacher des sligs, mais il n'y avait pas de sligs desquels se cacher, donc c'était bien utile. Voilà. Là, pour peu que je lui passe discrètement derrière et que je sois dans l'ombre avant qu'il se retourne, il ne me verra pas.
S'il me voit, c'est pas pour moi que c'est gênant parce que je suis assez vif pour lui échapper. Hein. C'est juste qu'il me tirera dessus à travers le Mudokon qui se trouve dans l'écran et ça a toutes les chances de tuer le Mudokon. Et vous voyez, ce Slig, il était pas là tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu déplacer le Mudokon qui se trouvait ici tout à l'heure. Ou bien peut-être que c'était là. Bon, en tout cas, ça revient au même. Ce Slig n'était pas là tout à l'heure, il est apparu depuis. Et le fait d'avoir déplacé le Mudokon nous permet d'être plus safe. Alors vous vous souvenez de ces mines? Il faut taper dessus quand elles sont vertes. Tac, tic, tac, tac, tic. Tac, tac. Salut, dis-moi. Ok. Alors, dans ce tunnel de mine, ils disent qu'il y a 31 Mudokons. C'est vrai. Dans l'ensemble des mines, ils disent qu'il y en a 75. C'est faux, il y en a 80. En réalité, les 5 avec lesquels on est venu par le désert ont déjà été réduits en esclavage par je sais pas, les contremaîtres de la mine, dans les 10 minutes qui nous séparent de la cinématique. Et ils comptent parmi les 31 de ce tunnel, mais pas parmi les 75 de la mine. Donc je vais réellement sauver 75 Mudokons dans la mine, mais je ne vais en sauver que 26 dans ce tunnel. Et les 5 autres, vous allez voir ce qui va leur arriver. Alors, je vous ai dit que les passages secrets étaient faciles à détecter, mis à part le premier. Eh bien, on les détecte à la présence au sol de ces bouteilles vertes, qui sont des bouteilles de bière Soulstorm. Vous allez voir de quoi il s'agit dans la cinématique suivante. Mais donc, chaque fois que l'on voit des bouteilles comme ça sur un écran, ça indique la présence d'un passage secret. Précisons. Mis à part le premier écran qui contient un passage secret qui n'est absolument pas indiqué, tout écran contenant ces bouteilles contient un passage secret. Et tout écran qui ne contient pas ces bouteilles ne contient pas de passage secret. Autre nouveauté par rapport au premier jeu. Dans le premier jeu, seuls les sligs non envoûtés pouvaient tirer depuis l'arrière-plan vers le premier plan. Dans ce jeu, même un slig envoûté comme celui que je contrôle actuellement peut tirer vers le premier plan. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour abattre le slig qui se trouve ici au premier plan et qui m'empêche, qui empêche Abe d'attirer l'attention de ce Mudokon. Il y a dans le jeu 300 Mudokons en tout et pour tout. Ces 300 Mudokons se répartissent dans les différentes entreprises que nous allons être amenés à visiter et à détruire. Il y en a donc 80 dans les mines. Il y en a 26 dans la gare qui nous permettra d'accéder à Boneworks, au baraquement Slig et à la brasserie Soulstorm. Il y en a 31 à Boneworks, 49 au baraquement Slig et 90 à la brasserie. Vous allez me dire, ça fait pas 300. Vous avez raison, il y a d'autres Mudokons qu'on trouvera en pleine nature, ça vous allez voir ça plus tard. J'anticipe un peu, mais donc le scénario du jeu, ça va être que les ossements qui sont extraits ici servent à la fabrication d'une boisson qui rend les Mudokons malades et les rend accros, ce qui permet de mieux les forcer à travailler. Et donc la mission qui sera confiée à Abe sera de démanteler tout le circuit de production de cette boisson. Donc ce circuit commence ici par l'extraction des ossements, il passe par le traitement de ces ossements dans une entreprise, dans une usine qui s'appelle Boneworks, et ensuite l'aboutit à la brasserie elle-même. La gare de Fico, c'est simplement la gare qui permet d'accéder aux différents endroits qu'on doit chambouler et détruire. Et les baraquements Slig, c'est simplement parce que son directeur, le général Dripik, est visiblement un actionnaire assez important du conglomérat Soulstorm. Donc il reste un dernier Mudokon qui est là-bas. Et si mes calculs sont exacts,
Effectivement, on en aura délivré 25. Pardon, 26. Et il en restera 5. Les 5 en question, donc si vous avez bien suivi ce que je disais, ce sont les 5 avec lesquels on est arrivé. Vous allez pouvoir le constater tout à l'heure. Dis-moi. Ok. Et nous n'allons pas les libérer tout de suite. Or, nous allons bien libérer 75 Mudokons dans la mine. Ok. Ce qui signifie qu'en réalité, dans la mine, il y en avait 80 et non pas 75. Tous ensemble. Donc nous y sommes, nous allons pouvoir passer à la suite du niveau. Donc oui, on sait pas trop comment les 5 avec lesquels on est arrivé ont fait leur compte pour être déjà réduits en esclavage. Mais toujours est-il qu'ils sont déjà réduits en esclavage. Ils ont dû se faire passer pour des employés de la mine pour ne pas être abattus à vue par les Stigs, je suppose. Et dans ce cas-là, où ont-ils trouvé leur pioche? Mystère et boule de gomme. On pourrait douter du fait que ces 5 Mudokons sont bien les 5 avec lesquels on est venu, mais ils vont le préciser dans la cinématique, donc vous en faites pas, je vous raconte pas n'importe quoi. Tous ensemble. Salut. Dis-moi. Ok. Alors le jeu nous apprend maintenant à parler aux Mudokons, ce qui est assez curieux parce qu'on a déjà été amené à le faire précédemment. Alors il n'était pas indispensable avant de parler à tous les Mudokons à la fois, c'est vrai. Ça paraît assez curieux de nous apprendre à faire ça. Ce qui paraît également curieux, c'est de nous apprendre maintenant à passer discrètement devant un Sklig endormi avec des Mudokons. On l'a déjà fait tout à l'heure. D'ailleurs ça fait encore plus de bruit que de marcher normalement. Mais bon, le jeu considère que c'est discret. C'est quoi? Ouais, oh super, quelque chose à boire. Ouais. Ne buvez pas ça. Pourquoi? Parce que si c'est fait par les glucons, c'est sûrement pas bon pour vous. Quel trouillard. Oh, tu l'as dit. Écoute, Abe, on a fait tout ce chemin juste pour t'aider. Mais ça n'a rien d'anormal. Tu pourrais comprendre qu'on a un peu soif, n'est-ce pas? Ouais, mais Je l'aurais pas remarqué, hein. On vient quand même de traverser un désert. Alors, tire-toi, bouche cousue. Mais... Oh... Les Mudokons portent bien leur nom. Et c'est pas par sympathie pour eux que le joueur a envie de les sauver. J'ai bien essayé de les arrêter, mais ils ont quand même bu la bière. Ceci étant, l'argument d'Abe était mauvais. Et pas qu'un peu. Les gâteaux à la viande produits par Rupture Farms étaient mauvais d'un point de vue écologique, mais ils n'étaient pas spécialement mauvais pour la santé des Oui, Mudokons. ils ont eu l'air malades, mais ils en voulaient encore. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Ils font la bière avec nos os. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que tu vas faire. Et si tu nous tirais de là? Ok, suis-moi. Ok. Mais Oups, j'ai oublié qu'il était aveugle. Aide-moi à sauver les autres. À qui parle-t-il? Impossible. Mais oui, c'est bien lui, c'est Abe. À moi la récompense. Plus sagesse. Ce Mudokon aveugle qui vient de tomber dans un précipice faisait forcément partie des employés de la mine, donc des 75 ou plutôt 80 enregistrés comme employés de la mine. S'il était mort, il devrait faire partie des victimes sur le panneau des employés. Or, ce n'est pas le cas. J'aime à penser que ce Mudokon a survécu à sa chute et que c'est celui qu'on croisera un peu plus bas tout seul dans un coin. Je vous montrerai. Alors là, vous voyez, ici, Abe va passer, là j'y suis, sur des bouteilles de bière Southstorm. Seule la VF précise que c'est de la bière. Hein. La VO parle juste de brew, de boisson.
En tout cas, toujours est-il qu'il y a des bouteilles ici, ce qui signifie qu'il y a un passage secret. Et ce passage secret est ici. Ce qui vous paraîtra sans doute différent du premier jeu, c'est que chaque passage secret individuellement contient vraiment beaucoup de Mudokon par rapport à ce à quoi on était habitué dans le premier jeu. C'est assez normal dans la mesure où le jeu n'est pas 3 fois plus long que le précédent, mais contient quand même 3 fois plus de Mudokon. Je dirais qu'il est entre 1 fois et demie et 2 fois plus long. En tout cas pas 3 fois plus long, ça c'est une certitude. D'où effectivement de plus gros paquets de Mudokon à délivrer, ce qui rendait d'autant plus nécessaire la possibilité de leur parler à tous à la fois. Mais les rend du coup plus impersonnels puisque beaucoup sont interchangeables. À partir de maintenant, le panneau de l'employé correspondra réellement à la réalité. C'est-à-dire que là, ils disent qu'il en reste 7 à délivrer ici. Il en reste bel et bien 7 à délivrer ici. Même si les 5 avec lesquels on est venu et qui font partie des employés du premier niveau de la mine se trouvent maintenant dans le deuxième niveau avec Abe. Vous voyez les bouteilles de bière en bas à gauche? Elles indiquent un passage secret. Alors, il n'est pas réellement secret, hein. Ce qui est secret, c'est le passage lui-même, mais la zone, on la voyait déjà en arrière-plan. Je me rends compte que j'ai dit que la fonction Quick Save était une nette amélioration par rapport au jeu précédent, mais que je ne l'ai pas encore utilisée. Je ne suis pas dans une zone dangereuse pour l'instant, mais tout à l'heure il y a un passage que je réussis pas à tous les coups, et à ce moment-là il faudra faire un Quick Save, il faudra pas que j'oublie. Et quand j'étais en primaire avec un copain, on a mis un moment avant de trouver ce qu'il fallait faire à cet endroit, alors que c'est pourtant évident. Il faut faire marcher le slick sur la mine, hein. Vous vous souvenez de ce type de mine du premier jeu? C'est des mines qu'on ne peut pas désactiver, on peut juste les faire exploser. Mais je sais pas, on se faisait l'idée que ce slick devait servir à quelque chose de... je sais pas, de plus cérébral, de plus intelligent que simplement de chair à canon à faire exploser sur des mines antipersonnelles. Alors toujours est-il que ça nous avait posé problème. En théorie, je ne suis obligé de parler qu'à celui qui est en haut pour le faire descendre. Mais j'aime bien parler aux Mudokon avant de les libérer. C'est ce qui nous permettra d'ailleurs de constater que, contrairement au jeu précédent où les voix des Mudokon étaient beaucoup plus homogènes, dans ce jeu, les Mudokon ont parfois des voix très éloignées de la voix typique de Mudokon, une voix beaucoup plus grave ou beaucoup plus aiguë. Vous serez amené à voir ça. Alors c'est là un passage un peu complexe. Je dois dégager le passage vers un passage secret grâce à un slick volant. Le problème des slicks volants, c'est que leurs grenades tirent pas droit, hein, évidemment, et qu'ils ont une certaine inertie, ce qui les rend difficiles à contrôler. Or, les slicks qui sont ici sont programmés pour détecter que nous sommes un slig envoûté. Dans l'univers de l'histoire, je sais pas à quoi les sligs détectent qu'un autre slig est envoûté ou ne le détecte pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sligs dans le jeu qui le détectent et des sligs dans le jeu qui ne le détectent pas. Ça dépend à la fois du slig auquel on fait face et du slig qu'on incarne à un moment donné. Toujours est-il qu'il faut avoir joué au jeu une première fois pour savoir quel slig va nous laisser passer et quel slig va détecter tout de suite qu'on n'est pas normal. Donc vous avez vu les bouteilles de bière hein, derrière le slig que je viens d'abattre. Elles indiquent bien évidemment un passage secret qui contient les 4 derniers employés de ce tunnel. Ensuite, nous constaterons l'ampleur des dégâts.
Donc nous revoici face à nos 5 acolytes du début. Tous ensemble. Ils sont complètement malades et qui du coup ne nous écoutent plus. Il va falloir les soigner. On obtient la faculté de soigner les Mudokons malades à la moitié du jeu. Autant dire que c'est pas pour tout de suite. Voilà, reviens ici lorsque tu auras exploré les caveaux Mudanché et Mudomo. J'active pas les cartes très longtemps, si vous voulez en lire le texte, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et sur les 99 bières qu'il y avait dans ce distributeur, ils les ont toutes bues, je ne peux pas en boire. Et donc je ne peux pas profiter de ces effets positifs. Je pourrais revenir au début du tunnel. Je n'en ai plus besoin, j'ai sauvé tous les Mudokons qui s'y trouvaient. Je pourrais accéder à la chaudière. C'est là que nous voulons aller, car nous voulons détruire ces mines. Ne vous en faites pas. Le reste des 75 Mudokons à sauver dans la mine, parmi les 80 qui s'y trouvaient effectivement, nous allons bel et bien les délivrer. C'est juste que là, nous passons une première fois devant la chaudière, histoire de repérer un peu le terrain et de se rendre compte qu'on ne peut pas tout de suite la mettre à surchauffer. Vous vous souvenez des slugs, les chiens des sligs. Vous découvrez également ici les sluggies, les mêmes mais en miniature, qui tuent également en un coup. Presque tout tue en un coup dans ce jeu comme dans le précédent. Il y a une exception, ce sont les Fleechies, vous verrez ça tout à l'heure. La seule différence entre les slugs et les sluggies est que les sluggies sont beaucoup plus lents. Alors là, l'idée, c'est de les faire... s'électrocuter. Quant à ceux-là, ils sont suffisamment lents pour que... Voilà. Nous reviendrons ici pour faire surchauffer la chaudière. Pour l'instant, allons explorer le reste de la mine et sauver les autres Mudokons. Vous me connaissez, mon objectif est de tous les sauver et c'est donc ce que nous ferons. À la fin du jeu, nous aurons donc sauvé 300 Mudokons. Donc vous vous souvenez des pierres, hein. Et voilà. Alors, vous ne les voyez pas encore, mais lorsque j'aurai détruit les mines, vous verrez des bouteilles de bière. Voilà, vous les voyez derrière la mine que je viens de détruire. C'est parce qu'il y a un passage secret. Je vous ai dit, c'est assez simple, il suffit d'être alerté sur le fait que ces bouteilles indiquent des passages secrets. C'est vert, ça ressort sur la plupart des décors. Vous en voyez ici aussi, ça veut dire qu'il y a un passage secret dans le passage secret. Vous verrez. Nous arrivons à la zone contenant effectivement les Mudokons aveugles mentionnés dans la première cinématique. Ces Mudokons aveugles sont très embêtants. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas devant les obstacles. Alors, vous pourriez vous dire que c'est moins grave que ça en a l'air, car vous avez constaté que dans ce jeu, contrairement au précédent, les Mudokons n'ont pas besoin qu'on insiste pour nous suivre en contrebas d'un précipice. Donc déjà, les Mudokons normaux, spontanément, ils se laissent tomber dans les trous. Mais les Mudokons aveugles, c'est pire que ça. Ils marchent dans la direction d'où venait la voix, ils ne tournent jamais, ils se cognent dans les murs. Et ils tombent même dans les pièges qu'un Mudokon normal éviterait. C'est-à-dire une minorité de pièges. Il n'empêche que autant les Mudokons normaux ne tombent pas dans tous les pièges, autant les Mudokons aveugles tombent dans absolument tous les pièges. Les Mudokons valides, hein, évidemment. Dis-moi. Ok. En revanche, il détecte très bien d'où viennent les voix, ce qui fait que c'est assez facile de parler aux Mudokons aveugles qu'on a envie d'alerter et pas aux autres. On va dire que c'est déjà ça. Chose curieuse par contre, ces Mudokons aveugles s'arrêtent spontanément devant les rouages. Vous allez le voir là. Vous avez vu que les Mudokons, on pouvait les utiliser pour activer des leviers ou des rouages. C'est également le cas des Mudokons aveugles. On n'a pas besoin de leur dire de s'arrêter devant pour qu'ils s'arrêtent devant. Sans doute un réflexe issu d'une vie de servitude
qui leur a appris qu'il fallait être très attentif aux endroits où on pourrait avoir besoin d'eux pour travailler, faute de quoi Tous ensemble. Salut, salut. Suis-moi. Ok. ils seraient opprimés et molestés par les Slig. Attends. Ok. Tous ensemble. Salut. Donc voilà, les 7 de ce tunnel sont bel et bien délivrés. C'est un bon travail. L'inconvénient des Mudokons aveugles, évidemment, c'est qu'ils marchent toujours dans la même direction. Si nous... c'est-à-dire qu'un Mudokon valide, s'il nous passe derrière, il changera de direction pour aller dans la même direction que nous. Les Mudokons aveugles, non. S'ils sont partis dans l'idée d'aller dans une direction, ils resteront dans cette direction quoi qu'il arrive. Sauf si on leur dit de s'arrêter et qu'on leur redit de nous suivre, auquel cas ils détecteront qu'on est de l'autre côté, et ils se mettront à nous suivre. Je parle souvent de Mudokons normaux, ce que je veux dire par là, c'est Mudokons valides, pas en colère, pas fou et pas déprimé. C'est-à-dire le Mudokon typique qui répond aux ordres normalement, comme il le faisait dans l'Odyssey Day. Voilà, un Mudokon normal, c'est un Mudokon de l'Odyssey Day. Histoire qu'on ne se lance pas dans des débats sans fin sur ce qu'est la normalité ou ce qu'elle devrait être. Ou ce qu'on a le droit de dire sur elle dans le cadre d'un jeu vidéo. J'ai des réticences à m'approcher trop près des mines, parce que comme vous le savez, si je les fais exploser alors que je suis trop à proximité, j'exploserai moi aussi. Ces foreuses présentent deux différences avec les hachoirs à viande du premier jeu. Première différence, elles n'existent pas si elles ne sont pas à l'écran. C'est-à-dire que si on demande à un Mudokon de nous suivre, qu'on change d'écran avant que celui-ci ne soit en position de se faire déchiqueter par la foreuse, il ne se fera pas déchiqueter par la foreuse. Dans le premier jeu, un Mudokon qui passe à travers un hachoir à viande, même si ce hachoir à viande n'est pas sur le même écran que nous, sera déchiqueté par ce hachoir à viande. Et deuxième chose, lorsqu'on arrête une foreuse, non seulement le forêt s'arrête de bouger, mais il s'arrête aussi de tourner, ce qui fait qu'il n'est plus dangereux. Dans un hachoir à viande de Rupture Farms, non seulement lorsque on arrête un hachoir à viande, le mouvement le long de l'axe s'arrête, mais le mouvement rotatif ne s'arrête pas, ce qui fait que les lames restent dangereuses, même sur un hachoir à viande arrêté. Ouais, ce sont les deux différences entre un hachoir à viande de Rupture Farms et une foreuse des mines de Necrom. Raté. Et voilà. Bon alors, après, j'ai pas forcément bien choisi, moi. Ouais, il faut que j'arrive à démantibuler cette bombe. Voilà. On peut comprendre que les explosifs ce soit utile pour l'excavation, mais enfin quand même. C'est un échec. Alors j'ai voulu faire le kakou, hein, c'est ce qui arrive quand on veut trop faire le kakou. Je me suis dit que ça valait pas le coup d'aller récupérer des pierres à l'écran précédent. Mais en fait, c'était une mauvaise idée de ma part parce que, de toute façon, c'est une bonne idée de récupérer les pierres à l'écran précédent, simplement pour en avoir dans le niveau suivant. Parce que même si j'en gaspille quelques-unes, j'en aurai quand même quelque chose comme 6 ou 7. Et c'est mieux que ce qui me sera donné par les sacs à pierre des tunnels suivants. Voilà, alors j'aime à penser
que celui qui est tombé dans la cinématique précédente, c'est celui-là. Vous voyez que cette zone n'a pas de plafond, hein, on voit qu'il y a une éclaircie à l'endroit où Abe se trouve. Et comme il n'y a pas de victime indiquée au tableau des employés, j'aime à penser que le Mudokon aveugle était celui-ci. Vous voyez, il dit zone des Mudokons aveugles à partir de maintenant alors qu'on en a déjà vu. C'est parce qu'on en a déjà vu dans un passage secret. Et le jeu ne veut pas nous donner d'indication comme quoi les passages... il y avait des passages secrets auparavant avec déjà des Mudokons aveugles. Un joueur inexpérimenté qui aurait raté la zone avec les passages secrets ne serait du coup pas alerté sur le fait qu'il y a des passages secrets. Alors, ma théorie sur les foreuses qui n'existent pas d'un écran sur l'autre, on pourrait la tester maintenant, mais vu qu'on n'y est pas obligé, j'ai pas envie. De toute façon, on sera obligé, enfin on sera pas obligé, mais on sera amené à la tester à la fin, où il y aura un compte à rebours, et où profiter de cette astuce aura un caractère beaucoup plus crucial que précédemment. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Autre inconvénient des Mudokons aveugles, ils ne courent pas. Rien ne pourrait les convaincre de courir, mis à part ouvrir un portail d'oiseau. Lorsqu'ils arrivent à portée du portail d'oiseau, enfin dès qu'ils détectent son ouverture, ils se mettent à courir. Mais rien d'autre ne peut faire courir un Mudokon aveugle. Un Mudokon aveugle marche, toujours à la même cadence. C'est embêtant, mais d'un autre côté, on a du mal à imaginer ce que ça pourrait donner à un Mudokon aveugle qui se mettrait en tête de courir. Bien. Par contre, hein, vous avez vu un Mudokon aveugle, a les mêmes réflexes qu'un Mudokon valide. Hein. Il va se baisser s'il y a une explosion, s'il entend des tirs. Son ouïe fonctionne très bien, c'est vraiment juste qu'il est aveugle. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Et fort heureusement, ils détectent les portails d'oiseaux ouverts avec précision. Ils savent dans quel sens il faut sauter dedans. Et ils ne les manquent pas. Ce qui serait très gênant dans un endroit comme celui auquel nous nous trouvons, où c'est juste devant un précipice. Alors, voyons voir. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Attends. Ok. Ok, ici c'est juste pour récupérer des pierres, on n'en a pas besoin, on en a 3. Alors vous voyez les petites bouteilles ici, c'est parce qu'en effet il y a un passage secret qui est là, mais il est plutôt... il est surtout accessible depuis l'écran suivant. Allez voir. Là, alors vous voyez, on voit des chutes de pierre qui indiquent la sortie d'un passage secret, mais l'entrée se trouve à l'écran suivant. Les bouteilles, hein, je sais pas si vous les voyez, elles sont juste à côté de la porte. Elles sont très peu visibles. Là, elles le sont beaucoup plus. Donc le passage secret, il faut le savoir, il est là. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Attends. Ok. Tous ensemble. Salut. Salut. Donc vous voyez, je pense que les chutes de pierre venaient d'ici. De toute façon, on n'a pas besoin d'y accéder par l'écran précédent, ça ne sert à rien. Voilà. Donc on en voit le bout. Donc seul un imbécile ou un assassin aurait l'idée de tirer sur ce levier, vous comprenez pourquoi. Parce que,
évidemment, si on évacue les deux Mudokons, il n'y a aucun souci. Attends. Ok. Attends. Ok. Oui, les Mudokons aveugles, tout comme les Mudokons valides, ne nous entendent pas à un écran d'intervalle. C'est-à-dire que s'ils sont pas sur le même écran que nous, ils nous entendent pas. Même s'ils sont déjà en train de nous parler, c'est-à-dire s'ils sont déjà en train de nous suivre, c'est-à-dire qu'ils sont encore sous l'emprise de notre salut, si j'ose dire. Parce que quand on leur dit salut, ils se mettent debout et ils sont attentifs à nous pendant un moment avant de cesser de l'être. Et bien, même si on leur donne une instruction quand ils sont dans cet état, ils nous entendent pas si on n'est pas sur le même écran qu'eux. Salut. Salut. Dis-moi. Ok. Attends. Ok. Oui, en fait, je l'ai mal dit. La différence capitale entre un Mudokon aveugle et un Mudokon qui ne l'est pas, c'est que le Mudokon aveugle ne s'arrête pas derrière nous. Quand il arrive à notre niveau, il ne s'arrête pas. Un Mudokon valide s'arrête derrière Abe. Attends. Ok. C'est-à-dire dans le carré qui se situe juste avant Abe, sur le décor. Il parcourt la distance entre lui et Abe, et uniquement la distance entre lui et Abe. Le Mudokon aveugle marche indéfiniment dans la direction depuis laquelle Abe l'a appelé. Bien. Salut. Salut. Ok. Fort heureusement, il a compris où on était. Tout ensemble. Salut. Salut. Alors, Suis-moi. Ok. Ok. quand on leur dit salut, ils nous entendent bouger. C'est-à-dire que, Ok. Ok. vous voyez, là, ils se tournent vers moi. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même vaguement conscience de où on est. Au boulot. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. En réalité, ça sert pas à grand chose de les faire monter ici. Mais bon, je le fais quand même. Donc récapitulons, il y en a 7 ici, dont un là et 3 sur la plateforme. Donc il en reste bien 3 ici. Celui de tout à l'heure. Là même un Mudokon valide passerait pas. Hein. Ma manette répond pas toujours très bien, là j'ai voulu sauter mais j'ai glissé. Voilà. Parfait. Tout ensemble. Salut. Dis-moi. Ok. Ok. Salut. Salut. Attends. Ok. Ok. Dis-moi. Ok. Ok. Bon, on s'en sort plutôt bien. Attends. Ok. Ok. Tous ensemble. Salut. 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 Ok. 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 Et voilà. Nous avons bien sauvé tous ceux de ce tunnel. Nous allons pouvoir passer au tunnel suivant. Nous allons pouvoir goûter aux joies du wagonnet. Le wagonnet est indestructible. Il est à hauteur de Mudokon, pas à hauteur de Slig. Ça veut dire que normalement c'est les Mudokons qui s'en servent. Ça veut dire que les Slig leur font vraiment confiance parce que ce wagonnet est indestructible. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce wagonnet est aussi bien protégé. Vous voyez, là il y a des détecteurs de mouvement comme il peut y avoir dans le
Premier jeu, il y a beaucoup de slicks, beaucoup de mines. Et une fois que j'aurai le wagonnet, je ne me préoccuperai plus du tout de tout ça, parce que je pourrai tout bourriner. Sans vergogne. Hop. Alors n'oubliez pas, un saut normal, ça permet de passer par-dessus 2 cases. Un saut en courant, ça permet de passer par-dessus 3 cases. Donc quand on voit 2 mines, l'une à côté de l'autre, on peut les franchir avec un simple saut. Quand on en voit 3, il faut courir et sauter. Et voilà, c'est trop tard pour eux. Je me suis autorisé la fantaisie d'alerter les détecteurs de mouvement peu avant d'entrer dans le wagonnet, mais j'étais sûr d'avoir le temps de le faire. Alors, le problème du wagonnet, c'est qu'il écrase tout, y compris les mudokons, donc il faut l'utiliser avec sagesse. C'est-à-dire comme ça. Alors, y a-t-il d'autres slicks ici? Non. Comme je le disais, heureusement qu'ils savent détecter les portails d'oiseaux, parce que... Et 2, 3. Alors là, il y a un slick qui va faire sa patrouille. Tac, tac. Ah, trop tard. Non, je me suis laissé influencer par le fait que le détecteur de mouvement était en train de me passer dessus. Mais j'ai pas fait les choses intelligemment. Salut, dis-moi. Ok. Donc de façon générale dans ce jeu, je vous l'ai dit, l'écran précédent n'existe pas. L'écran dans lequel on ne se trouve pas n'existe pas. Donc même si le slick est là au moment où le mudokon bouge, il ne l'abattra pas parce que ni le mudokon ni le slick n'existent. Bah, il faut que j'attende que le slick se calme. C'est pas la fin du monde, hein. Il va finir par se calmer. Tout ensemble. Salut, dis-moi. Ok. Donc même principe, hein. Ok. C'est pas la peine de se préoccuper de ce qui se passe dans un écran qui n'est pas celui dans lequel nous sommes. Voilà, parfait. Reste plus qu'à aller chercher les mudokons et puis voilà. Là, ça fait juste du bruit, hein. C'est énervant. Salut, dis-moi. Ok. Mais c'est rien de plus grave. Tout ensemble. Salut, dis-moi. Ok.
Donc là vous voyez, il y a un passage avec des Mudokons. Le jeu ne le considère pas comme secret. Parce que dans le cas contraire, il l'aurait indiqué avec des bouteilles de bière. Il y aura un jingle de passage secret lorsqu'on y accédera, mais le fait qu'il n'y ait pas de bouteille de bière prouve que le jeu ne le considère pas comme secret. Bon, d'un autre côté, on aurait pu dire la même chose du premier passage secret du jeu. Mais toujours est-il que malgré ce jingle, on voyait tout à fait cet endroit Salut. depuis le wagonnet. Dis-moi. Ok. Salut, salut. Salut, dis-moi. Ok, ok, ok. Ok, plus que 3. Et à la fin, il en restera 4. Et ces 4-là seront dans le tunnel suivant. Et après ça, on pourra faire surchauffer la chaudière et quitter les mines. Ne vous en faites pas, les 5 Mudokons avec lesquels on est arrivé par le désert survivront à l'explosion. Et en fait, si on en croit le panneau des employés, vu qu'aucun des Mudokons de la mine, si on en laisse, on ne laissera pas, ne sera considéré comme victime, ce sera juste considéré comme abandonné derrière soi. Je suppose que l'explosion de la chaudière... Ah, j'ai fait une bêtise. Je sais quelle est ma faute. J'ai oublié quelque chose de crucial. Hop, suicide. Le jeu ne nous permet pas de rester bloqué. Déjà, on peut recommencer le niveau en appuyant sur l'option l'option prévue pour dans le menu. Et ensuite, il y a toujours moyen soit de se suicider, soit de progresser. Alors, voyons voir. Voilà, ce qu'il fallait faire. Et voilà, maintenant, il va pas exploser. Oui, je disais que vu que les Mudokons qu'on pourrait laisser derrière nous ne seraient pas considérés comme victimes si nous quittions le niveau sans les sauver, je suppose que l'explosion de la chaudière ne fait que condamner l'accès à la mine. Ça n'en détruit pas les tunnels. Salut, salut, salut. Dis-moi. Ok, ok, ok. C'est juste que l'accès à la mine doit être étroitement connecté à l'étage de la chaudière. Et voilà. En tout cas, nos 5 larrons du début survivront. Puisqu'on les retrouvera. Donc, quand on parle des 4, il y en a 2 ici et 2 à l'écran suivant. Bon, je dois attendre qu'ils reviennent. Donc en attendant, vous comprenez ce qu'il faut faire. Hein. Il va falloir tirer sur le slick de l'avant-plan avec celui de l'arrière-plan. Parce que celui de l'avant-plan fait un parcours trop court pour que je puisse l'en goûter. Il change d'écran. Et de ce point de vue-là, c'est le même principe que dans l'Odyssey Dive. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Non. Donc les 4 sont ici. Donc dès que j'aurai le wagonnet là-haut, je pourrais l'utiliser de la façon la plus irresponsable que je veux. De façon aussi irresponsable que je le veux. Puisque je suis sûr de ne faire aucune victime parmi mes congénères Mudokons. Là j'ai été suffisamment rapide pour que le slick ne me poursuive pas, donc je suis tranquille. Là il va falloir que je fasse une quick save parce que je sais que c'est pas toujours évident ici. Enfin disons qu'il y a moyen de se foirer quoi. Ouais. J'ai oublié ce qu'il fallait faire, mais c'est ça qu'il faut faire. N'empêche, le jeu part du principe qu'on n'a jamais envoûté de slig avant. Bon, d'accord. J'ai pas envoûté le slig, ce n'est pas très grave. On va pas se formaliser pour si peu. Nous allons au contraire essayer d'en tirer le meilleur parti possible.
et d'écrabouiller tout le monde ici. Et voilà. On entend le rear dive à travers le wagonnet. Mais en tout cas, le wagonnet est indestructible. Hein. Même en tirant dessus depuis l'arrière-plan, on ne peut pas l'atteindre. Et voilà, et nos 4 Mudokons. Tous ensemble. Salut, dis-moi. Ok. Tous ensemble. Salut, dis-moi. Ok. Par contre, si on donne notre instruction depuis l'écran sur lequel se trouve le Mudokon et qu'ensuite on change d'écran avant que le Mudokon ait répondu, on entendra le Mudokon répondre et il aura bien enregistré l'instruction. Donc nous avons bien sauvé 75 Mudokons dans ces mines, c'est-à-dire 75 sur les 75 qu'il y avait. Mais nous n'avons pas encore sauvé nos 5 amis qui sont malades, donc il y en avait bien 80, pas 75. Alors, ici, il y a 2 possibilités, soit être astucieux, soit faire preuve de dextérité. Hein. Vous savez ce que je dis à chaque fois sur ce type de jeu, hein, c'est que comme ils nous laissent une certaine liberté d'action, on peut opter pour les solutions prévues par le jeu qui demandent relativement peu de dextérité, mais une certaine astuce et une certaine stratégie, hein, et des solutions qui au contraire demandent beaucoup moins de stratégie, mais beaucoup plus de dextérité. Moi je vais faire quelque chose d'un peu intermédiaire, afin notamment d'aller vite. Et on va y arriver. Le slip volant ne nous a toujours pas rattrapé. Bon, c'est pas excessivement dur, il suffit de savoir ce qu'on fait. Voilà. J'ai 13 secondes pour quitter la chaudière. Ce qui est largement plus qu'il n'en faut. En pratique, si on attend trop longtemps, on va voir des chutes de pierre et du gaz, je crois. Les chutes de pierre, je suis sûr. Boum, ok. Alors, vous voyez les bouteilles de bière ici. Ça signifie qu'il y a un passage secret. En effet, je vous ai fait le décompte des Mudokons présents dans les différentes grandes entreprises que nous allons visiter. Ça ne faisait pas 300. Eh bien, le reste se trouve en pleine nature dans des petites exploitations similaires à celles qu'on a pu voir dans le premier jeu, qui étaient des exploitations de Rupture Farms directement dans la nature, là où vivent les animaux qui sont chassés pour leur viande. Alors, là où c'est un peu plus compliqué ici, c'est que ces petites exploitations ne sont pas directement rattachées à des grosses structures. Elles sont un peu indépendantes, mais elles font quand même partie d'un réseau. Et donc nous allons voir sur le panneau des employés qu'il va y avoir tant d'employés dans la zone dans laquelle nous nous trouvons, ce qui sera automatiquement vrai, mais que ce seront un certain nombre d'employés dans un ensemble plus vaste contenant tant d'employés. Et ça par contre c'est complètement bullshit. Vous allez voir que ici par exemple nous sommes dans des baraquements League, donc une mini-exploitation de baraquements League au sein de la mine de Necrom. Celle-ci spécifiquement contient, je sais plus, je crois 3 Mudokons. Mais en tout, les mini-baraquements League de Necrom doivent en contenir 10. Et ça par contre c'est complètement faux. En réalité, on va en trouver que 5. Par contre, nous allons trouver 5 autres Mudokons dans une autre structure qui est censée contenir un autre nombre de Mudokons. Vous allez voir, c'est compliqué à expliquer comme ça de façon abstraite, c'est assez simple à comprendre quand on est confronté au problème, vous allez voir quand on y sera effectivement confronté. C'est pas un problème très important, hein, c'est juste pour de la comptabilité, et on s'en fout complètement. Salut. Dis-moi. Ok. Attends. Impec. Ok.
La difficulté était de dégager les Mudokons. Tac, tic, tac. Le jeu s'attend à ce qu'on... Tac, tac. Vite. Le jeu s'attend, donc disais-je, j'ai un peu le temps là, à ce qu'on désamorce ces bombes et qu'on les fasse passer dans le portail d'oiseau dans l'intervalle de temps que nous laisse le jeu avant que la foreuse atteigne la tête des Mudokons et les écrabouille. En pratique, nous on a fait autrement. D'une façon qui est plus simple. Tac, tic, tac, tic, tac, tac, tic. Tic, tac, tic, tac, tac. Tac, tic, tac, tac. La démonstration avant tout, ça va bien, mais enfin... si c'est au détriment de la concentration et pour vous faire perdre votre temps... en restant trop longtemps au même endroit, c'est pas forcément la peine. Voilà. Bon, toujours est-il que nous avons sauvé ici 3 Mudokons. Sur, normalement, 10 dans des mini-baraquements comme ceux-là, disséminés dans la nature. Et que vous allez voir ce qu'il en est réellement. Donc là, c'est un peu l'équivalent de Monsec, hein, la partie, la partie naturelle, le domaine des Mudokons dans le premier jeu. Et de la même manière, ça nous permet d'accéder à un caveau rempli de scrab, Mudanché, et un caveau rempli de paramites, Mudomo. Je me souviens plus si j'ai déjà utilisé un portail d'oiseau comme cela dans un passage secret au début du jeu. Peut-être pas au fond. Nous allons bientôt faire connaissance avec les Flitchies, les seules créatures du jeu qui nous tuent, mais pas en un coup. Il y a des créatures qui ne nous tuent pas du tout, des créatures qui nous tuent en un coup, et celle-là qui nous tue, mais en plusieurs coups. Il n'y a plus les abeilles du premier jeu. Il n'y a plus non plus les lomes. Vous savez, notre monture. En revanche, il y a donc des limaces, les slurgs, qui font du bruit quand on les écrase, mais qui ne nous tuent pas, et les Flitchies qui nous tuent, mais en plusieurs coups. Alors là, on est censé allumer 4 bras zéro pour ouvrir la porte. Alors ce qu'ils sont en train de nous expliquer, c'est que il y a des esprits qui sont prisonniers dans les différents caveaux et qu'il va falloir les libérer. Alors c'est le même principe que l'épreuve initiatique avec les silex dans le premier jeu, sauf que cette fois-ci c'est plus des silex, c'est des verrous auxquels il faut donner des claques pour libérer des esprits. Ça aura beaucoup plus de sens quand vous verrez de quoi ça a l'air. Parce qu'apparemment, les glucons qui exploitent donc ces caveaux pour récupérer des ossements de Mudokons ont bien remarqué que les esprits des anciens Mudokons essayaient de résister à cette exploitation. Et on ne sait trop comment, ils ont réussi à enfermer ces esprits dans des verrous. Certains de ces esprits vont nous conférer des pouvoirs, notamment celui d'être invisible. Il n'y a plus l'anneau rouge du premier jeu qui permet de faire exploser des mines. En revanche, le pouvoir du Shrikul, on peut de nouveau l'invoquer dans ce jeu-là. Alors pas tout le temps, évidemment, ça fonctionne de la même façon que dans le premier jeu, mais il y aura des occasions. J'ai oublié, un bras zéro. Parce que je parle, mais je me souviens plus ce que j'ai fait. Ah oui, voilà. Okay, la présentation près de la porte était trompeuse. La présentation près de la porte était trompeuse, en fait. C'est celui-ci que je n'ai pas activé. Voilà, donc hein, c'est ce que je vous disais, vous vous souvenez des scrabs et des paramites. Cette fois-ci, on peut les envoûter, donc les énigmes les impliquant sont un petit peu différentes de celles du premier jeu. Et comme on peut les envoûter, les différences physiologiques et comportementales entre scrabs et paramites donnent lieu à des différences beaucoup plus importantes dans la structure des niveaux eux-mêmes, comme vous allez pouvoir le constater. Et autant dans le premier jeu, il nous était fortement suggéré de commencer par Paramonia pour continuer par Scrabania, parce que les cinématiques
indiquait que l'histoire se passait en cet ordre-là. Autant là, il n'y a pas d'ordre imposé. Donc on va commencer par Mutanché et ensuite on fera Mudomo. Donc vous voyez, nos 5 compagnons ont bien survécu. Par contre, on ne peut plus sortir de l'endroit où ils se trouvent, ni accéder en haut à l'étage de la chaudière. Ils sont toujours malades. Et donc il faudra revenir avec de quoi les soigner. Non. Alors, zut. Je me suis rendu compte trop tard que c'était pas ça qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment entrer dans ce portail qui va nous conduire à une série d'épreuves qui serviront de prélude au caveau Mudanché et Mudomo. Ces épreuves vont impliquer les fameux Flitchies. Alors, qu'est-ce que c'est que les Flitchies? Ce sont des bestioles élevées par les glucons dont ils se débarrassent quand elles sont trop grosses. Hein. C'est comme les tortues pour nous. Hein. Il y a des gens qui balancent leurs tortues aux toilettes. Bon, bah, les glucons, c'est ça, mais avec les Flitchies. Ce sont des créatures qui sont, paraît-il, très mignonnes quand elles sont petites. Quand elles deviennent plus grosses, c'est-à-dire comme ça, elles deviennent extrêmement voraces. Et elles commencent par nous donner quelques coups de langue. Et quand elles nous en ont donné suffisamment, elles peuvent nous avaler tout rond. Ils dorment, ils se réveillent si on fait trop de bruit, ou ils se réveillent si les slurgs, c'est-à-dire ces limaces, font trop de bruit. Et les slurgs font du bruit quand on leur marche dessus. Et même si on marche discrètement, les slurgs font du bruit. Même si on leur marche dessus discrètement, ils font du bruit. Alors les Flitchies ne peuvent pas sauter à proprement parler, par contre. Ils peuvent... Ah, vous voyez un esprit. Faut donner une claque au verrou pour libérer l'esprit. Les Flitchies ne peuvent pas sauter, par contre ils peuvent passer de plateforme en plateforme grâce à leur langue. Voilà, donc on n'a pas vu toute l'animation, on la verra plus tard. Mais quand on donne une claque au verrou, l'esprit est libéré, ça fait une nuée verte qui va vers le verrou qui condamne la porte. Et ça nous permet d'ouvrir la porte. Donc ici, il s'agit d'ouvrir les portes grâce au levier. Alors, comme d'hab, il y a la méthode qui demande de la stratégie mais relativement peu de dextérité, qui consiste à avancer prudemment, à ne pas marcher sur la limace et à ne pas réveiller le Flitch. Et la méthode qui demande plus de dextérité mais moins de stratégie, qui consiste à s'en foutre complètement de si on réveille le Flitch ou non, mais réussir à lui échapper en courant suffisamment vite. De toute façon, il se réveille si on tire sur le levier. Si on tire sur le levier à sa proximité, c'est-à-dire l'autre levier ne le réveillait pas. Et là, on arrive à des épreuves où il y aura un Flitch par levier, quasiment. Là, il y a 3 leviers, dont 2 qui ont un Flitch. Histoire de gagner du temps, nous allons opter pour la solution qui nécessite moins de stratégie. Vous voyez comment ça fait, hein? Si je suis suffisamment rapide, je peux leur échapper même comme ça. Là par exemple il y a un Flitch par levier, donc de toute façon je vais en réveiller un. Je pense que il n'y a pas de mal à... Je vais attendre qu'il arrive ici. Il vient pas ici, d'accord, très bien. Vous voyez comment ça se passe, hein. Là je vais perdre parce que j'ai trop glissé. Voilà, il m'a avalé tout rond. Ah, alors, je reprends où? J'ai été trop imprudent et j'ai pas fait de quick save. Mais bon. La prochaine fois, on sera plus prudent et on va y arriver sans difficulté. Vous en faites pas.
Merde. J'ai tendance à faire un pas de trop parce que je trouve que cette manette répond pas très bien. Et voilà. Et l'épreuve suivante qui est moins dure, mais la difficulté est censée aller crescendo, mais je suppose que avec la façon de penser des développeurs, cette épreuve-là est plus difficile parce qu'il y a plus de bras zéro à activer. Parce que vous voyez, en fait, ces leviers et ces anneaux activent des bras zéro sur la porte, et lorsqu'ils sont tous actifs, eh bien la porte s'ouvre. Et voilà. Alors là, normalement, je devrais pouvoir être investi du pouvoir de l'invisibilité. Si je ne me trompe pas. Mais en fait, c'est totalement facultatif. Je pourrais parfaitement faire le parcours sans être invisible. À condition d'être suffisamment rapide et suffisamment adroit. Et pour vous le prouver, c'est exactement ce que je vais faire. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, j'ai pas eu besoin du pouvoir. Vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de vous montrer comment il fonctionne, c'est juste pour vous montrer que il y a des choses dans le jeu qui sont complètement facultatives alors qu'elles n'en ont pas l'air. Il suffit simplement de troquer un peu de stratégie contre un peu de dextérité. En tout cas, on a fini les épreuves, on va pouvoir aller au caveau. Ce serait con de mourir ici. Bon, le checkpoint est là, mais ce serait quand même con d'un point de vue conceptuel, quoi. Ok, donc on a dit qu'on commençait par les scraps, donc par Mudanché. Vous voyez ici des bouteilles au sol. Il faut pas se faire avoir parce que bien souvent quand on est face à des portails comme ça, il faut pas sauter trop brusquement. C'est-à-dire il faut pas faire des sauts en courant. Voilà, là par exemple vous voyez, en ayant fait un saut raisonnable, donc un saut sans élan, je n'ai pas réveillé les sligs. Dans le cas contraire, je serais tombé sur la plateforme et en plus j'aurais réveillé les sligs. Voilà. Finger in the nose. Ok. Ça, c'est un greeter, c'est-à-dire un salueur. Ce sont des robots qui ont été conçus par les laboratoires Vickers pour accueillir les clients, mais qui malheureusement attaquaient les clients. Ce qui fait qu'ils les utilisent maintenant comme robots de sécurité. Et ils sont aveugles, mais ils sont munis d'un détecteur de mouvement. Et si jamais ils nous voient bouger à leur proximité, ils nous courent après, et s'ils nous attrapent, eh bien, ils nous électrocutent et on meurt. Là, tout le jeu, ça va être d'arriver à ces mudokons qui de toute façon ne m'obéiront pas même si je leur demande d'activer le levier, parce qu'ils sont déprimés. Je vais activer le levier, ouvrir la porte, faire tomber le greeter dans un piège.
Bon, j'ai encore un moyen pour m'en sortir. Hein. Pas de panique. C'est juste qu'il faut que je refasse tout ça. Fort heureusement, les bombes désamorcées ne vont pas se réamorcer. Hein. Et en plus, le jeu me fait une fleur. Ce sling endormi le reste. C'est un avantage, c'est un inconvénient. Hein. J'aurais pu aussi ne pas tomber. Salut. Ok. Bon boulot. Salut. Dis-moi. Ok. Dis-moi. Ok. Attends. Voilà, je vais juste le dégager lui. Salut. Désolé. Ok. Ok, c'est bon maintenant. Alors vous voyez, là il y a 2 Mudokons sur toujours les 10. J'en ai déjà libéré 3, ça fait 5. Ça va faire 5. Donc normalement il devrait en rester 5 autres. Et ben moi je vous le dis, ces 5 autres on n'en verra jamais la couleur. Et voilà, nickel. Salut. Dis-moi. Vous aurez sans doute l'occasion de me voir me faire tuer par un Greater, hein. Vous verrez bien comment ça marche. Ne soyez pas hâtifs. Ok, caveau mudanché. Je pense que c'est de loin la section la plus difficile du jeu. Donc vous étonnez pas si je meurs un peu.